Bonjour Bonjour Valérie. Valérie, bienvenue à Bon, l'IM Digital School en distanciel mais nous sommes ravis de vous accueillir en direct live sur le LinkedIn et sur YouTube. Donc on est bien branchés avec tous nos étudiants qui sont là. Je vais juste laisser Romane, une de nos étudiantes qui a contribué à organiser cette masterclass, vous présenter et ensuite vous pourrez partager votre présentation et votre point de vue sur un média super important que tout le monde connaît, Metrobus, puisque vous en êtes la directrice générale. Romane. bonjour Valérie, merci beaucoup d'être Bonjour. là. Pour vous présenter rapidement, donc vous êtes directrice générale chez Média Transport, donc Publicis. Vous êtes expert dans l'univers des médias et de la publicité, avec des expériences dans le quotidien de La Tribune. Vous avez aussi lancé le quotidien gratuit Métro, que tout le monde connaît. Et vous siégez également au conseil d'administration de l'ARPP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Aujourd'hui, vous allez nous parler de médias transport et des responsabilités de la publicité. On vous écoute. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis arrivée un petit peu en retard. Je ne sais pas si vous Il y a pas... pouvez partager ma présentation parce que Vous voulez je que... viens de me connecter et en fait, je ne l'ai pas avec moi. Mais bon, sinon, Alors, on peut la faire sans support, mais si vous pouvez la diffuser en même temps, ce serait pas mal. On peut faire ça. Tu l'as, Romane? oui, je suis en train d'ouvrir. Donc, bonjour à tous et à toutes, à tous les étudiants dans ce contexte un peu particulier. Ouais, évidemment, tous préféraient être avec vous physiquement, mais bon, l'actualité, Nous aussi, mais ce n'est que partie remise, Valérie, il n'y a pas de souci. exactement. Alors, merci pour la présentation. Je suis aussi et avant tout mère de famille. Je suis maman d'une étudiante de 21 ans qui est en école de commerce. Et je commence par là parce que on a souvent des discussions toutes les deux sur la façon de réinventer un petit peu le business model des entreprises. Dans un contexte où on nous le rappelle tous les jours, l'enjeu de la sobriété qui est lui-même exigé par le changement climatique qui s'observe sous nos yeux. Et même si l'enjeu est de taille, moi, je préfère rester positive. Et d'une façon générale, je suis plutôt quelqu'un qui cherche le compromis, les solutions plutôt à des oppositions. Et la question que j'avais envie de traiter avec vous cet après-midi, c'est celle dont on parle souvent avec ma fille et ses amis d'ailleurs, c'est la question d'une croissance responsable par rapport à tous les efforts, encore une fois, que nous devons faire en tant qu'individus, en tant qu'entreprise et aussi en tant qu'élus politiques. On doit tous contribuer aujourd'hui à consommer moins et je préfère dire à consommer mieux. Et c'est justement dans l'idée du consommer mieux qu'il me semble qu'on peut piloter en tant que chef d'entreprise des croissances responsables. Et je crois profondément que la publicité, tant décriée, tant attaquée ces derniers temps, peut être précisément un levier pour contribuer à changer les comportements. Donc le slide suivant, c'est c'est la question que je vous propose de traiter cet après-midi. C'est une croissance utile et responsable, est-elle réellement possible? S'agissant de Média Transport, donc qui est une régie publicitaire, vous nous connaissez forcément puisqu'on est présent dans tous les métros, sur les bus, sur les trams, dans toutes les gares. C'est donc la régie publicitaire des grandes sociétés de transport public, la RATP et la SNCF pour les plus connus, mais aussi à Lille, Ilévia, à Marseille, RTM, à Strasbourg, CTS, j'en passe. La publicité que nous diffusons, donc on a à peu près plus de 4000 annonceurs différents par an. On réalise un chiffre d'affaires qui s'approche des 300 millions, donc 300 millions d'euros par an, c'est une belle régie publicitaire. Et l'affichage, puisque c'est le média dont on parle cet après-midi, c'est l'affichage, a ceci de particulier, c'est que c'est un média qui contribue véritablement à l'intérêt général. Et je suis à peu près certaine que 80% d'entre vous, vous ne le saviez pas.
Toutes les publicités que vous voyez, ça représente à peu près 300 millions d'euros. Sur ces 300 millions d'euros, plus de la moitié, beaucoup plus de la moitié, repart, en fait, nous reversons cet argent à la RATP, à la SNCF, aux différents opérateurs de transport dont j'ai parlé préalablement, qui eux-mêmes recyclent, entre guillemets, ces recettes publicitaires pour financer à Paris, par exemple, le mouvement, le Move, tous les bus électriques d'ici à 2025. Les gares également en profitent pour rénover des stations, améliorer les infrastructures et donc, d'une certaine façon, développer les transports publics qui sont, je vous le rappelle, partie des transports les plus durables au sens sobriété en termes d'émissions carbone ou d'émissions énergétiques. Ça, je suis à peu près sûre que vous ne le saviez pas et c'est pourtant très important de l'avoir en tête parce que c'est une première démonstration comme quoi la publicité peut être vraiment utile dans cette période de transformation. Rappelons quand même que la période de transformation qui arrive devant nous, que nous, en tant que parents aujourd'hui, devons largement initier et cranter, c'est vous, demain, qui allez continuer à la piloter. Une chose est sûre, c'est que pour cette transformation, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et de financement. Donc, nous, on est assez fiers, d'une certaine façon. On ne ressent pas cette redevance, ça s'appelle comme ça, comme un impôt. On le vit plutôt comme une contribution à l'intérêt général, et ça, pour moi, c'est très important. La deuxième façon de démontrer que la publicité est utile, alors, il faudrait avancer les slides, pardon, je ne l'ai pas dit, je suis vraiment désolée, le slide suivant. La deuxième façon d'être utile à la société, c'est de soutenir les causes et les associations, en particulier les grandes causes ou les ONG qui participent à la sensibilisation du grand public aux enjeux climatiques. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous avez vu cette publicité à gauche qui a été initiée par un collectif qui s'appelle le Réveil écologique, de jeunes étudiants, beaucoup de Sciences Po, mais pas que. Figurez-vous que ces jeunes-là m'ont interpellé sur LinkedIn en disant « Et si Médiatransport diffusait notre photo ?» Ils avaient fait un photomontage de cette publicité et en fait, ils avaient fait un photomontage comme quoi cette publicité était diffusée dans le métro et ils m'ont interpellé directement sur LinkedIn sans me connaître en disant « Si Médiatransport, au lieu de diffuser de la publicité pour des grandes marques commerciales, elle pouvait au moins participer et diffuser gracieusement notre campagne qui traitait justement à ce moment-là du 3e rapport du GIEC qui donnait effectivement des bilans qui sont évidemment qui étaient moins alarmants, enfin qu'il était déjà. Et en fait, j'aurais répondu chiche. Et en fait, on s'est parlé directement sur LinkedIn et on a diffusé leur campagne. Et ces étudiants n'auraient jamais pu se payer une campagne sur les quais de métro parce que c'est vrai que les tickets d'entrée dans le métro sont d'un certain niveau. Il faut avoir un minimum de budget. On leur a offert cette campagne qui est encore diffusée d'ailleurs à l'heure où je vous parle. De la même façon, des livraides, encore des étudiants, toujours des étudiants, je défends beaucoup les jeunes, parce que je trouve qu'ils sont un peu oubliés dans notre société d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout par démagogie que je dis ça, c'est malheureusement un constat. On oublie un peu trop nos jeunes dans cette société. Il se trouve que d'autres étudiants, donc via une association, ont monté des livraides. Et des livraides, j'espère que vous ne connaissez pas en fait, parce que si vous avez besoin de ce genre de service, ça veut dire que vous êtes vraiment en grande nécessité financière. Ce sont des jeunes qui se sont appuyés sur le modèle de Deliveroo, sauf que Delivered livre gratuitement des paniers repas et des produits de toilette, hygiène, beauté pour des étudiants qui n'ont parfois plus d'autre choix que d'avoir un seul repas par jour. L'inflation que nous connaissons ces derniers temps a évidemment aggravé ce phénomène. Et donc, on a été évidemment bouleversés. Bon, j'ai été bouleversée par ces jeunes qui sont venus nous voir en disant « Voilà notre projet, est-ce que vous pouvez nous aider ?» La réponse a été oui. Voilà un autre exemple comme quoi la publicité peut être véritablement utile dans la société d'aujourd'hui parce que, précisément,
elle peut changer les comportements. Sur le slide suivant, si on dépasse le cadre même des associations ou des collectifs, les marques commerciales elles-mêmes sont en train d'évoluer. On se fait tous critiquer par des mouvements écolos que je considère un peu trop extrémistes, un petit peu trop radicaux, qui disent les entreprises continuent à faire de l'argent, la publicité continue à inciter la surconsommation. Ce n'est plus vrai. On a tous pris conscience du rôle absolument majeur que nous avons en tant qu'entreprise et en tant qu'entreprise publicitaire, justement, pour changer le modèle et la façon d'orienter le grand public vers un consommer mieux. Vous avez différents exemples, je pense que vous les avez peut-être vus. Alors, une marque comme Back Market, par exemple, qui s'est fait connaître essentiellement par son activité qui est du reconditionnement. Voilà un secteur, pour ceux qui ont envie de monter des boîtes parmi vous, voilà un secteur qui cartonne et qui va continuer à cartonner. Au lieu d'acheter régulièrement le dernier iPhone, le dernier device numérique ultra à la mode, non, l'idée c'est de le garder, de le reconditionner pour qu'il vive plus longtemps. Vous devez savoir que la plupart du temps, quand on parle d'un produit, notamment d'un produit comme un téléphone, un écran numérique, nous avons beaucoup d'écrans numériques dans le métro, l'ordinateur sur lequel aujourd'hui on peut se parler, 75% de sa consommation carbone se fait à la conception du produit. Il est donc majeur que tout le monde prenne conscience qu'aujourd'hui, il faut freiner absolument le renouvellement de l'acquisition de nouveaux produits au profit de produits reconditionnés. De la même façon, sur le secteur de l'alimentation, vous aviez cette campagne extraordinaire faite par Intermarché il y a déjà quelques années, qui avait pour objectif de limiter le gaspillage alimentaire, qui est un autre scandale à l'heure où des gens ont faim ou n'ont plus les moyens de se payer plus d'un repas par jour. Eh bien, l'idée, c'était tout simplement de sensibiliser le grand public en disant, bon, si votre carotte, elle a deux têtes, si votre tomate, elle n'est pas complètement ronde, si l'orange, elle est un petit peu plate au lieu d'être parfaitement ronde, c'est pas grave, son goût et ses nutritions alimentaires restent les mêmes. Et c'est en cela où la publicité peut vraiment faire évoluer les comportements. Vous êtes trop jeune pour avoir connu, je pense, quoique peut-être les dernières campagnes, pour avoir connu la campagne très, très célèbre et très efficace de la sécurité routière, qui a vraiment sensibilisé avec des campagnes choc, extrêmement poignantes, voire violentes à regarder. Grâce à ces campagnes, cela a permis de changer le comportement des conducteurs et de baisser de façon très significative le nombre d'accidents. C'est bien la preuve que ce qu'on croit être l'objet de tous les désirs et de toutes les incitations à la surconsommation, en l'occurrence la publicité, c'est vrai qu'elle s'est créée sur ce contrat-là. La publicité a commencé véritablement, je ne parle pas de la réclame, qui est très ancienne, mais la publicité a démarré véritablement à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avec évidemment l'apparition de la télé et la banalisation de la télévision dans les différents foyers. Bien sûr qu'à ce moment-là, on était les 30 Glorieuses. Nos parents ou nos grands-parents sortaient d'une période de restriction. À ce moment-là, la croissance était incroyable et on incitait les gens. On incitait les gens à avoir une machine à laver, à avoir un frigo, à avoir une voiture, etc., etc. À ce moment-là, il y a eu effectivement un usage de la publicité qui a été clairement de soutenir la croissance économique du pays après-guerre. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, il y a encore malheureusement des annonceurs qui n'ont pas encore complètement fait le shift, malheureusement, mais globalement, on voit quand même sur la plupart des publicités qu'il y a une prise de conscience. Et au-delà de la prise de conscience, il y a une nouvelle organisation qui est en train de se mettre dans les entreprises en place. Et c'est également notre cas. Je vous ai parlé là du rôle de la publicité en termes de contribution et donc d'utilité. Je vais vous parler maintenant de la publicité d'un point de vue responsabilité. Quand je vous disais en fait qu'aujourd'hui,
on a quand même, pour la plupart, les très grandes entreprises ont déjà fait le move. Les ETI, on est une ETI, on a à peu près 500 personnes aujourd'hui salariées chez Médiatransport. Donc, les grosses PME, ETI, elles aussi ont entamé leur véritable transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, justement, je reviens à ce que je vous disais au tout début, et le lien évidemment entre la publicité et la croissance est évidemment intimement lié. Comment on peut piloter une croissance responsable? Comment on peut transformer son entreprise pour faire plus de croissance, gagner de l'argent, pas forcément gagner beaucoup plus d'argent, mais en tout cas, il me semble qu'il est essentiel pour une entreprise de rester profitable, car si elle ne l'est plus, elle ne peut plus innover, elle ne peut plus financer de recherche et développement, et donc prend le risque de rater certaines opportunités, de ne plus être compétitive, et donc de ne plus embaucher. Et là, on arrive sur un cercle évidemment extrêmement dangereux. La rentabilité de l'entreprise est donc majeure. En revanche, est-ce que les entreprises doivent gagner toujours plus? Personnellement, je ne pense pas. J'ai malheureusement ou heureusement des actionnaires cotés en bourse qui voient peut-être les choses autrement, mais eux aussi sont en train de changer et on s'aperçoit qu'il y a une vraie tendance de ce point de vue-là de considérer les indicateurs financiers un peu différemment. Pour en revenir à notre transformation à nous, on a été critiqués beaucoup l'année dernière, en fait, quand le gouvernement Borne a décidé de lancer son grand plan de sobriété et de commencer à légiférer, donc différents décrets qui visaient à réduire les consommations et beaucoup, en fait, nous visaient, nous, publicité numérique dans le métro, en disant que à l'heure où on demande des efforts importants à chaque individu, il est assez choquant que des écrans numériques puissent continuer à être diffusés. Sauf que ces politiques, à qui on a parlé malheureusement après, ils ne savaient pas qu'on reversait autant d'argent à l'intérêt général au transport public, qui sont plébiscités d'ailleurs par ce même gouvernement qui encourage les gens à de plus en plus utiliser les transports collectifs plutôt que la voiture personnelle. Et ils ne savaient pas non plus ce qu'on a entamé depuis 2018. L'ACV, l'éco-conception, la digitalisation et la dédensification, ça a été en fait la première étape de notre transformation. Aujourd'hui, toute notre offre publicitaire, nous avons donc des panneaux papier, des panneaux sur les bus et des écrans numériques. Au total, sur l'ensemble du territoire hexagonal et pour l'ensemble des opérateurs de transport avec lesquels nous travaillons, on a à peu près 100 000 emplacements publicitaires. C'est assez considérable. On s'est dit comment on peut, en diminuant ce parc, faire plus de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est possible? Parce que parallèlement, la RATP et la SNCF, il faut le savoir, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, de besoin de financement pour accélérer le développement des transports durables, ont besoin d'argent, donc ils nous demandent de plus en plus d'argent. Comment nous, on pouvait justement se dire comment on peut réussir cette équation qui paraissait à la base impossible, faire plus avec moins. Alors, il y a plein de bouquins là-dessus, Do More with Less. Bon, quand on pilote une entreprise, on est dans le vrai, et là, on s'aperçoit que c'est quand même assez coton. Mais il y a des solutions. La première démarche que nous avons eue, évidemment, et qui est indispensable dans cette période où tout le monde parle de transformation, tout le monde dit il faut faire ci, il faut faire ça, la première chose à faire dans une entreprise qu'on veut transformer, c'est un diagnostic. D'où on part, qu'est-ce qui consomme le plus, où on veut arriver, comment on y arrive et comment j'arrive à monétiser tout ça. Voilà. C'est comme ça que nous, on a entamé le pilotage de cette transformation. Sur le slide suivant, vous avez donc tout le diagnostic qui a été fait par mes équipes. J'ai ouvert un département de développement durable avec des gens très, très pointus sur le sujet, qui connaissent vraiment le sujet et qui ont mesuré toute la chaîne de valeur nécessaire à notre activité commerciale de régie publicitaire, c'est-à-dire
le commercial qui vend son ordre de publicité à un annonceur, jusqu'à notre poseur d'affiches qui prend sa voiture avec son affiche et qui va la coller sur un mur. Versus un écran numérique qui a une consommation annuelle importante, c'est vrai, 2000 kWh par an, mais qui nous permet d'éliminer toutes les phases de fabrication de papier, toutes les phases de transport, de livraison de papier, de pose, de colle, etc., etc. Et en faisant cette équation, on s'est dit, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le support, finalement, qui va nous permettre de faire encore de la croissance et de diminuer considérablement nos empreintes carbone et énergétiques, c'est précisément l'écran numérique qu'on accuse régulièrement de consommer autant qu'un foyer sans enfants à Paris. Tout simplement parce que les écrans numériques ont, par rapport aux affiches papier collées, une souplesse en termes d'utilisation. On peut aller sur la slide suivante. Quand on vend une affiche papier, quand vous voyez des affiches papier dans le métro ou sur les bus, ce sont des campagnes de 7 jours. Donc, ce sont des campagnes statiques. Ça ne vous a pas échappé, j'imagine que vous avez tous des smartphones. L'avènement du smartphone et surtout l'explosion des réseaux sociaux, c'est surtout ça qui est en cause aujourd'hui. Ce n'est pas tellement le fait que vous ayez un device, c'est la façon dont vous l'utilisez de façon très addictive, malheureusement. Quand je dis vous, je me mets aussi malheureusement un peu dans le lot, même si je me soigne, j'essaie de maîtriser ma propre consommation quotidienne sur les réseaux sociaux. Mais bon, bref, depuis l'arrivée de Facebook, Meta, de TikTok, plus récemment, de Snapchat, toutes ces applications sont devenues extrêmement puissantes. Vous le savez, en termes d'usage, c'est 3 milliards d'utilisateurs par jour. C'est phénoménal, c'est du jamais vu. Donc, c'est devenu évidemment très, très vite des médias qui se sont adressés aux mêmes gens que nous, les annonceurs, et qui ont raflé plus de la moitié du marché publicitaire en moins de 10 ans. En moins de 10 ans, Meta, Google, les GAFAM, représentent aujourd'hui plus que la télévision, la presse, la radio, le cinéma et l'affichage combinés. En 10 ans. Pourquoi ils ont réussi cet exploit? Parce qu'évidemment, ils sont extrêmement puissants et parce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont une capacité de proposer du ciblage en one-to-one. Je veux m'adresser à tel individu parce qu'il est en train de naviguer sur un site où il est en train de regarder où il va passer sa prochaine soirée et quelle paire de sneakers il va s'acheter juste avant pour y aller. Tout le tracking comportemental est évidemment maîtrisé par ces boîtes. Les règles CNIL sont pas ou peu souvent respectées strictement. Et ils ont raflé tout le marché. Et ils ont surtout imposé quelque chose au niveau du marché de la publicité, au niveau de nos annonceurs des grandes marques, une exigence en termes de ciblage, en termes de souplesse, que nous n'avions pas avec nos fameuses affiches collées pendant 7 jours. Et en même temps, l'enjeu de sobriété, et en même temps, il faut faire plus d'argent. Bon, tout ça est sur la table, et on se dit, en fait, pour y arriver, il faut absolument qu'on développe le digital. Mais si on développe le digital, si on met trop d'écrans numériques, alors on va exploser nos consommations. Comment on peut, en numérisant une grande partie de notre inventaire, réduire considérablement nos consommations et augmenter le chiffre d'affaires? C'est le cas, ça c'est un très joli cas pour les étudiants, c'est le cas que nous avons proposé à la SNCF. On leur a dit, voilà, pour les 10 prochaines années, nous, ce qu'on vous garantit, c'est de doubler le chiffre d'affaires, doubler, croissance à 3 chiffres quand même en 10 ans, de baisser nos empreintes CO2 de 45% et de 70% la consommation énergétique. Comment? Tout simplement, dans les gares, on avait à peu près 20 000 panneaux publicitaires. On est en train de tout transformer en ce moment. Ce sera fini en 2025. On va passer de 15 000 emplacements publicitaires à 3 000 écrans numériques.
Et c'est parce que l'écran numérique a cette souplesse, encore une fois, on le pilote d'une télécommande dans nos bureaux, parce qu'on a tout développé par nous-mêmes, le système de diffusion. On n'a plus besoin d'avoir ces allers-retours hebdomadaires pour la pose de papier. Et surtout, le fait de cibler à l'heure, à l'écran et par profil démographique, on répond aujourd'hui à la demande des annonceurs et on peut vendre plus cher. Et je crois qu'en fait, ça va être ça, la nouvelle économie, entre guillemets, du troisième millénaire / enjeu climatique. Il va falloir qu'on apprenne à produire, nous, entreprises, de façon beaucoup plus responsable. Et c'est vrai que ça coûte plus cher. Je vous dis ça comme ça, mais ça nous a coûté plus de 50 millions d'euros d'investissement. Donc, il ne faut pas se gourer. Si on veut faire une vraie transformation responsable, ça coûte de l'argent. Mais moi, je crois que cet investissement, c'est ça qui va nous permettre justement de doubler notre chiffre d'affaires. On n'aurait jamais pu faire ça sans cette transformation assez coûteuse. Donc, les entreprises vont devoir revoir complètement leur système de production avec des investissements massifs qui vont leur permettre d'adresser des produits en moindre quantité, mais de meilleure qualité. Et donc, il est assez logique qu'en face, côté consommateur, le consommateur consommera moins, mais mieux, donc plus cher. Se pose la question évidemment c'est sympa de payer plus cher, mais si on gagne le même salaire, comment ça va se passer? C'est un sujet, c'est clair. Je ne suis pas au gouvernement, donc je peux pas régler tous les problèmes. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que l'avènement de la technologie est en train de créer des nouveaux métiers beaucoup plus qualifiés et qui donc, a priori, seront mieux rémunérés. Donc, il faut espérer que ce cercle-là fonctionne dans ce sens-là. Sinon, évidemment, il y aura des décrochés et il y aura encore un fossé social qui ne peut plus être accepté. Je pense que d'ailleurs, ce qu'on vit en ce moment, même si c'est plus complètement connecté au meurtre, enfin l'homicide volontaire de ce policier sur Ahmed, il n'empêche qu'on voit bien qu'il y a quand même un sujet dans la société, sans doute lié à différents décrochages et fossés qui se creusent. Voilà pour ce qui est de la croissance et de la publicité utile et responsable. J'avais envie de vous parler de ça parce que le cas de la SNCF est vraiment un cas, pour moi, c'est la meilleure démonstration qu'on peut faire plus avec moins. Certes, encore une fois, avec des investissements, mais c'est possible. Ceux qui parlent de décroissance, chacun a son point de vue. Moi, je suis un peu plus nuancée. Je pense que il y aura des secteurs, évidemment, en décroissance. Évidemment, il y a des secteurs qui n'existeront plus demain. Si je vous parle, par exemple, des afficheurs dans les gares, vous devrez, je pense que vous l'avez deviné, on a 100 afficheurs qui sont demain, qui n'ont plus de job. Donc, on a dû faire un PSE pour ça. Alors, un PSE, il y a un plan social, il y a différents moyens de le piloter. Moi, pas plus tard que là, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard, j'étais encore avec eux aux ateliers. On les accompagne véritablement vers des nouveaux métiers. On a mis un budget très important en termes de formation et de reclassement pour qu'ils puissent faire autre chose dans des secteurs porteurs. Mais il est clair qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Donc oui, il y a des croissances dans certains segments, bien sûr, des croissances / disparition. En revanche, il y a d'autres secteurs qui sont en train d'exploser. Donc, moi, je suis un peu plus mesurée sur la décroissance comme ça, comme vecteur, comme orientation principale. Je pense qu'il faut continuer à avoir de la croissance, une croissance peut-être moins forte, moins exigeante au niveau des entreprises, mais il en faut, parce qu'encore une fois, si on veut continuer à progresser, à innover, il faut du financement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et peut-être juste une dernière slide, parce que je suis en face d'un public jeune qui, comme vous le savez, à titre personnel comme professionnel d'ailleurs, m'importe beaucoup, parce que pour représenter notre avenir. Et c'est important que nos jeunes aient les bons éléments, les bons chiffres. Donc, j'avais quand même rajouté cette slide
pour rappeler les consommations énergétiques des activités publicitaires et qui démontre, pour ceux et celles qui avaient entendu parler de cette violente menace que nous avons reçue on a eu vraiment à un moment donné beaucoup de pression pour disparaître en fait, pour arrêter complètement nos activités. Et compte tenu de tout ce qu'on fait en termes de contribution, finalement, ce projet a été remis basé sur des arguments réels et prouvés. Il y a aussi cet argument qui est la consommation des médias. Et j'aime pas tellement dire on représente que ça, on représente moins qu'un tel. Bon, on le fait quand même. C'est pas, en général, c'est pas moi qui défends ce slide, mais bon, c'est quand même pour montrer que la publicité extérieure consomme pas grand-chose par rapport aux autres médias. Et c'est surtout par rapport au digital. J'ai pas tellement envie de parler de la publicité sur le digital parce que encore une fois, c'est pas mon rôle de parler, de critiquer mes confrères. Mais quand on parle en fait de consommation, de publicité, il faut pas oublier en amont, et c'est surtout ça dont je voulais vous parler, l'usage que vous avez du digital. Les Meta et les Google et les TikTok et tous les autres que vous connaissez bien mieux que moi existent parce que vous les surconsommez. Et moi, ce que je dis régulièrement à ma fille, je lui interdis rien. Ça sert à rien d'interdire à quelqu'un, il le fera. Donc, c'est surtout pas comme ça qu'il faut aborder les sujets. C'est juste de dire, essaye de connaître au moins ce que représente ta consommation. Quand tu passes 1 heure à streamer sur Internet, est-ce que tu as une idée de ce que ça représente? Et je crois qu'on devrait tous être dans cette logique-là, comme vous allez me dire que peut-être que l'analogie est étrange, mais comme quand on fait un régime, où on veut rester svelte, on veut pas grossir ou je ne sais quoi, on compte ses calories, on fait du sport, on fait des choses, on fait des efforts. Eh ben, il va falloir qu'on fasse des efforts et ces efforts sont compliqués au départ, comme quand on démarre un régime ou un programme sportif. Au départ, c'est difficile parce qu'il faut se mettre en route. Puis après, la discipline et le quotidien fait qu'on est complètement intégré. C'est devenu presque un protocole, on n'y pense même plus. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Mais pour ça, il faut être conscient, il faut avoir les bons chiffres, il faut avoir les bonnes informations, pas tomber dans les caricatures, les polémiques, les attaques qui sont souvent plus politiques que scientifiquement fondées et prouvées. Et c'est un peu là-dessus que j'ai envie de terminer ma présentation. C'est que quoi que vous fassiez demain, que vous dirigiez une entreprise ou pas, vous restez avant tout des individus avec un comportement de consommation, un comportement en termes de déplacement. Et tout ça, il faut l'avoir bien en tête. Observez bien les comportements responsables et sobres parce que c'est ceux-là qui définiront les entreprises successful de demain. Voilà ce que j'avais envie de vous dire cet après-midi. Merci beaucoup, Valérie. Alors, je vais regarder si on a des questions. Hop. C'est frustrant de pas être dans la salle, mais bon. Bon, j'étais en sourdine, pardon. Non, merci en tout cas Valérie, en attendant que Romain nous regarde un peu les questions. Merci de votre engagement et sous vos applaudissements. Oui, vous n'attendez pas qu'il y ait autant de monde qui vous écoute. Il y a du monde qui écoute quand même, c'est intéressant d'avoir cette logique-là. Et c'est la raison pour laquelle on vous avait demandé de venir participer à cet après-midi de conférence autour de la responsabilité digitale. On en a parlé pas mal avec pas mal d'acteurs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est même sur un média qui est historique, qui est l'affichage, qui est important, qui reste important, il y a un enjeu, une remise en question que vous avez hyper bien exprimée avec SNCF et le digital out-of-home qui va être un élément certainement fort de votre développement, j'espère en tout cas, contribue dans cette logique-là. Et c'est en ça où il y a une connexion avec le système. On sait que nos étudiants sont ici parce qu'ils sont en train de se déployer sur des métiers du digital. Et comme je leur dis souvent,
le digital est partout et pas que dans le web et pas que sur les réseaux sociaux et qu'il est aussi en télé, en radio et en affichage aussi. Et ça, c'est un des aspects que j'aborde ou qu'on a fait aborder par les professionnels au long cours. Donc, c'est vrai que ça, c'est important qu'ils comprennent aussi que cette co-responsabilité qu'ils auront demain, parce que demain, il y en aura peut-être qui sont comme vous Ah à la oui, tête sûrement. d'entreprise. Et franchement, bravo pour tout le travail et l'engagement que vous avez. C'est toujours pas facile. On sait que c'est jamais facile Non, c'est pas facile, mais de bon. piloter une boîte. Surtout, voilà, donc surtout dans la publicité. Je voulais dire, il y avait un truc, ce que vous citiez sur pas de Delivered. On Ouais, connaît, en fait, moi j'ai des étudiants qui ont déjà participé à faire de la promotion vidéo. En tout cas, ça m'a fait penser à un hashtag que j'adore, qui est le hashtag même pas peur. Donc en fait, ça, c'est un autre message un peu différent de celui-ci. C'est à un moment donné, et vous êtes l'exemple typique, voilà, vous êtes sollicité. Si le truc est en phase avec les valeurs que vous défendez, que ce soit pour personnel ou professionnel, bah, vous y allez. Donc, en fait, souvent, les étudiants ont un peu la pétoche d'aller, vous croyez que si il va jamais répondre ou elle va jamais répondre sur le sujet. Et ça, c'est un point qui est un exemple assez flagrant là-dessus. Est-ce que, Roman, tu as des questions pour Tout Valérie? à fait, tout à fait. Ah, Dans votre analyse sur le papier versus le panneau numérique, est-ce que vous avez pris en compte le recyclage bien et sûr. ce que coûte la réparation en écran par rapport à un panneau papier? Oui, waouh. oui, oui, tout à fait. Le recyclage, enfin, ce qu'on appelle la fin de vie de nos écrans numériques, hein, qui est un vrai sujet. On est évidemment tracé jusqu'au bout par des 3 E, hein, tout le recyclage de chaque composant. Donc, oui, alors pour être peut-être plus précise par rapport à la question, il est clair que une affiche collée ou un panneau papier sans éclairage, évidemment, consomme beaucoup moins qu'un écran numérique. Ça, il n'y a pas de comparaison. Si on prend un panneau avec un éclairage LED, il consomme légèrement moins qu'un écran numérique. Et comment on arrive à baisser la conso? C'est par la dédensification. C'est parce qu'on divise par 5. Fait de remplacer 5 panneaux papier pas éclairés par un seul écran numérique, on est gagnant en termes de baisse de consommation. Mais c'est sûr que si on compare un panneau papier à un écran numérique, si on prend tout le cycle, y compris effectivement la fin de vie, un écran numérique reste plus énergivore. Et c'est bien la raison pour laquelle on en fait beaucoup moins. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des actions possibles qui sont faites pour booster les initiatives des marques qui luttent contre le réchauffement climatique, les inégalités sociales, etc. Est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel vous réfléchissez, par exemple, la réduction des coûts de pub lorsqu'elles sont plus responsables, ou au contraire les interdictions de diffusion pour les mauvais élèves, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît faisable? Alors, on fait déjà, alors, comment dire, l'attractivité commerciale, c'est-à-dire une remise supplémentaire, accorder une remise supplémentaire à une campagne, c'est très facile pour nous à faire, sauf que c'est très difficile à arbitrer. Parce que il faut vraiment que la campagne porte non seulement sur une campagne, donc, on va dire, éco-responsable, mais que ce soit vrai. Parce que ce qu'on voit en ce moment, malheureusement, il y a toujours des mauvais joueurs. Il y en a beaucoup qui profitent de cette vague pour faire ce qu'on appelle du greenwashing. Et donc d'avoir des allégations environnementales complètement déconnantes, complètement disproportionnées. Donc là, on a, nous, un levier, on a la main. En fait, les visuels que nous arrivons, on les accepte ou on les accepte pas. Quitte à perdre du business. Mais quand on n'a pas suffisamment de sourcing, de preuves, l'allégation qu'une marque est en train de faire, on refuse la campagne, on refuse / on leur dit ça va pas, soit vous rajoutez une mention supplémentaire pour prouver le propos, soit on n'est pas en capacité d'accepter votre campagne. Et c'est là, en fait, on peut tous dire
pour des raisons marketing, allez, je fais 10% de mieux, etc. Le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, il est sur les visuels. Il faut avoir courage, tout simplement, de refuser de l'argent quand cet argent n'est pas propre. Voilà. Et quand je dis pas propre, c'est un peu exagéré, vous comprenez, mais qu'il ne correspond pas véritablement aux différents engagements que j'ai pris. Vous le rappeliez tout à l'heure, je suis membre de l'ARPP, donc c'est l'autorité de la régulation publicitaire. Et c'est là où c'est une instance qui veille sur le respect de la réglementation, des différentes lois, la loi Toubon, la loi Evin, il en a beaucoup en France, hein, bon, et des différentes chartes qu'on a pu signer, notamment au moment du Grenelle, où justement on a défini précisément ce que devait être une publicité responsable. C'est surtout à ce niveau-là qu'il faut le faire, et je le précise parce qu'on est un peu seul à respecter strictement les recommandations de la RPP. Il ne faut pas céder, en fait, c'est là où c'est difficile, c'est qu'il ne faut pas céder au business, toujours. C'est évidemment, c'est notre guideline quand on est une régie pub, je ne vais pas vous dire le contraire, hein, je parle d'argent tous les jours avec mes équipes, mais il ne faut pas prendre de l'argent pour prendre de l'argent. Quand ce sont des campagnes qui sont fausses, mensongères et qui ne respectent pas la réglementation, il ne faut pas les prendre. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour l'instant, j'en avais pas plus, mais j'ai des remerciements sur le chat. Voilà, c'était très clair. Merci de m'avoir invité en tout cas.